Quels sont les avantages de la souveraineté monétaire? Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, la question de la souveraineté monétaire, en fait, repose sur, d'une certaine manière, une mauvaise interprétation. Ce n'est pas de la souveraineté monétaire dont il faut parler, c'est de la souveraineté générale de l'État, et qui, évidemment, implique le contrôle de la monnaie. Pourquoi est-on arrivé à poser justement cette question de souveraineté monétaire? Alors, il faut se souvenir que, à la fin des années 80 et au début des années 90, la France était dans la situation suivante. Elle s'était déjà ouverte aux marchés financiers internationaux. Vous savez que ce qu'on appelle le Big Bang sur la place de Paris a eu lieu entre 1986 et 1988, et elle était soumise à la concurrence en termes de taux d'intérêt de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que les investisseurs, considérant que l'économie française avait plus d'inflation que l'Allemagne, et elle avait besoin structurellement de faire régulièrement, tous les 10 ou tous les 15 ans, une dépréciation, ce qu'on appelait à l'époque une dévaluation, eh bien, ils demandaient un taux d'intérêt supérieur à ce que les Allemands offraient, et ce taux d'intérêt supérieur pénalisait les entreprises françaises. Et des économistes en ont déduit que la France avait, à cette époque-là, perdu ce qu'ils appelaient la souveraineté monétaire. Mais ce n'était pas la souveraineté monétaire qui avait été perdue. La souveraineté monétaire, nous l'avons toujours. Ce que nous avions perdu, et c'est la conséquence tout à fait évidente de l'ouverture sans frein au marché des capitaux, c'était la possibilité de fixer nous-mêmes le taux d'intérêt. Bon, c'est comme cela qu'est apparue cette notion de souveraineté monétaire dans le discours économique. Alors évidemment, les économistes qui disent « Ah oui, la France n'a plus de souveraineté monétaire », ils disent ben alors à ce moment-là, rentrons dans une union monétaire avec l'Allemagne, nous n'avons rien à perdre, puisque ce que nous aurions à perdre, notre souveraineté monétaire, nous l'avons déjà perdu. Et ce raisonnement, qui est un raisonnement faux, si vous voulez, il a été extraordinairement efficace à l'époque. On a dit, ah ben oui, on n'aura plus le contrôle de notre monnaie, mais de fait, aujourd'hui, on n'a plus le contrôle de notre monnaie. Mais ce n'était pas vrai. Ce qui était vrai, c'est qu'à partir du moment où nous étions rentrés dans cette grande libéralisation financière, nous avions perdu, et ça c'est vrai, le contrôle du taux de change. Mais si nous avions mis des barrières à un certain type de mouvements de capitaux, essentiellement les mouvements de capitaux à très court, voire à court moyen terme, et laisser les investissements directs étrangers se faire de manière tout à fait normale, nous aurions retrouvé cette capacité de contrôle sur le taux d'intérêt. Après, il y a eu la décision de rendre la Banque de France indépendante. Et cela constitue une deuxième étape. Toujours les mêmes économistes, certains sont des amis, disaient, ben voilà, nous avons perdu encore plus de notre souveraineté monétaire. Bon, souveraineté monétaire, si vous voulez, comme une porte. Elle est ouverte, vous les fermez. On l'a ou on l'a pas. Si on l'a déjà perdu avec le taux d'intérêt, je ne vois pas comment on peut la perdre avec la question de la Banque centrale. Mais si on n'a pas perdu avec la question du taux d'intérêt, si c'était un mensonge de dire que nous avions perdu notre souveraineté monétaire à propos du taux d'intérêt, alors là, oui, la question de la Banque centrale posait un véritable problème. Pourquoi? Parce que même si la Banque centrale
française. Cela veut dire que cela a institué un pouvoir alternatif au pouvoir de l'État sur la question monétaire. Et donc, le problème que posait l'indépendance de la Banque de France, c'était la création d'une politique monétaire qui était désormais distincte de la politique économique menée par le gouvernement. C'était ça le problème. Ce n'est pas une perte de souveraineté. C'est plus précisément une division de la souveraineté qui est d'ailleurs, à mon sens, absolument contraire à l'esprit des constitutions françaises qui explique que la souveraineté ne se divise pas. Rappelons d'ailleurs que, en particulier au niveau du Parlement, un député ne détient pas un 550e de la souveraineté française. C'est l'Assemblée qui, d'une certaine manière, détient la souveraineté française dans sa totalité. Mais passons. Et évidemment, pourquoi tenait-on ce discours? C'était pour préparer l'esprit des gens à ce qui était un réel abandon de souveraineté, cette fois-ci, la construction de l'euro. La construction de l'euro nous a mis dans une situation où, en réalité, nous ne sommes plus libres de notre politique économique. Ce n'est pas de la politique monétaire dont il s'agit, c'est de la politique économique dans son ensemble. Et donc, si je reviens sur la question de la souveraineté monétaire, elle est importante, mais ce n'est pas la question monétaire qui est importante, c'est la dimension de souveraineté. Si on considère qu'il faut que l'on récupère cette capacité de décision, alors il faut dire que le gouvernement, l'État, doit retrouver le contrôle sur la politique monétaire, ce qui implique non seulement que nous sortions de l'euro, mais ça implique aussi que nous mettions fin à l'indépendance de la Banque de France et que la Banque de France soit rattachée au ministère des Finances et soumise à un contrôle régulier tous les trimestres par le Parlement. Alors, bien sûr, on m'a dit, et je suis d'accord, mais on peut faire un très mauvais usage de la souveraineté monétaire. Ah oui. On peut faire un très mauvais usage de la politique gouvernementale. On peut faire un très mauvais usage de la souveraineté en général. Bien sûr, le fait qu'un État soit souverain, ça permet aussi à cet État de mener des guerres d'agression, d'envahir ses voisins. Et c'est condamnable. Mais ce n'est pas parce qu'un instrument, la souveraineté, peut être mal utilisé que cela condamne cet instrument. Vous savez, si on prend les grands génocides du XXe siècle, le massacre des Arméniens, l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pu être réalisés que parce qu'existaient les chemins de fer. Les Turcs ont mis des centaines de milliers, des millions d'Arméniens dans des trains. Ils ont amené dans le désert d'Asie mineure et ils les ont contraints à une marche à la mort qui a fait des centaines et des centaines de milliers de morts. Les Allemands ont utilisé les chemins de fer pour amener 5, 6, 7 millions de Juifs dans des camps d'extermination. Est-ce pour autant que nous avons cessé d'utiliser les chemins de fer? Est-ce pour autant que la personne qui dit « Ah oui, mais on peut faire un mauvais usage de la souveraineté » ne prendra pas le train pour partir en vacances? On le voit. Ce raisonnement est absurde. Oui, bien sûr. On peut faire un mauvais usage de la souveraineté, on peut faire un mauvais usage de la politique gouvernementale, on peut faire un mauvais usage de la politique économique, et on peut faire un mauvais usage de la politique monétaire. Et cela doit donner lieu à des débats démocratiques dans le pays. Mais
débat ait lieu, il faut qu'ils aient un objet. Et cet objet, en réalité, c'est la souveraineté. Cette souveraineté en matière de politique monétaire va permettre à un gouvernement de mener une politique monétaire adaptée à la situation économique du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, qu'il peut chercher à déprécier la monnaie. C'est ce qu'a fait, par exemple, le gouvernement japonais. C'est ce qu'a fait le gouvernement coréen, qui a organisé une dépréciation d'environ 15% de la monnaie coréenne le mois. C'est ce qu'a fait le gouvernement de sa très gracieuse majesté, le gouvernement conservateur de David Cameron, qui a organisé la dépréciation de la livre pour relancer l'économie. Donc ça, c'est un premier. On pourra aussi, une fois que l'on aura récupéré le contrôle de notre politique monétaire, décider que ce que l'on appelle un cadre de répression financière est préférable au cadre de grande ouverture des marchés financiers. Et on pourra, à ce moment-là, revenir à une situation qui était celle des années 60 et des années 70, avec un contrôle sur le taux d'intérêt. Je rappelle que le taux d'intérêt était largement fixé par le Conseil national du crédit. On pourra revenir avec des taux d'intérêt différents suivant les activités, suivant qu'on veuille par exemple favoriser le logement. Eh bien, on décidera que les emprunts souscrits par les entreprises du logement ou par les particuliers qui veulent faire construire sont refinançables par les banques à des taux préférentiels. C'était d'ailleurs la situation qu'on avait dans les années 60, une époque où, je le rappelle, nous construisions 500 000 logements par an pour une population qui à l'époque était d'environ 55 millions. 50 millions dans les années 60, 55 fin des années 60, début des années 70. Aujourd'hui, nous sommes 66 millions et nous construisons moins de 200 000 logements par an. Donc il faut savoir quand même ce que nous a coûté cette perte de contrôle sur le taux d'intérêt. On pourra aussi chercher à favoriser certaines branches de l'industrie, certaines activités. Par exemple, les branches de l'industrie qui sont liées à la transition énergétique, qui sont liées au verdissement de l'économie française. Tout le monde est d'accord, d'ailleurs, quel que soit le parti, pour dire que ça doit être un objectif de stratégie économique. Mais on ne s'en donne pas les moyens. Donc là aussi, le fait de récupérer le contrôle sur la politique monétaire nous permettra de construire une véritable stratégie et surtout d'avoir une politique monétaire qui soit coordonnée avec la politique budgétaire, car c'est un point extrêmement important. Et ces deux politiques, ce qu'on appelait avant la politique conjoncturelle, donc la politique budgétaire et la politique monétaire, doivent par ailleurs être coordonnées avec une politique structurelle qui peut par exemple mettre l'accent sur l'éducation, qui peut mettre l'accent sur la diffusion des gains de productivité, qui peut mettre l'accent sur la diffusion de nouvelles méthodes de gestion. Tout ceci a existé dans l'histoire de notre pays, et dans une histoire qui n'est pas si ancienne que cela. Donc, on pourra à nouveau faire cela, on pourra avoir une véritable stratégie de développement de l'innovation, on pourra avoir une véritable stratégie de développement de secteurs de haute technologie à but stratégique, et qui sont en réalité à usage mixte, à la fois militaire et civil, et l'on pourra procéder à cette modernisation de fond de l'économie française qui, aujourd'hui, est en panne, à la fois faute de vision, faute de stratégie et faute de moyens.